Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour notre webinaire consacré aux examens interdiocésains pour les langues modernes. Je suis Benoît Chantraine, formateur technopédagogue auprès de l'IFEC, et je vais m'occuper ce soir de tout ce qui est technique. Mais avant de laisser la parole à mes collègues Nathalie, Aude et Cinderella, je vais prendre 2 petites minutes pour vous expliquer un petit peu cette plateforme Livestorm, plateforme pour laquelle vous n'avez peut-être pas l'habitude de travailler. Alors, à droite de votre écran, je vois que d'ailleurs vous avez bien compris son fonctionnement, vous avez donc la rubrique chat, rubrique dans laquelle vous allez donc pouvoir échanger entre vous et avec les présentateurs de ce soir. Deuxième rubrique sur la droite importante, c'est la rubrique questions. Et là, on va vous demander vraiment d'être rigoureux à ce point de vue-là, puisque si vous avez des questions à poser à Nathalie, Aude ou Cinderella, eh bien, c'est là qu'on va vous demander d'aller les déposer. Parce que si vous les posez dans le chat, eh bien, comme le chat va défiler en fonction des interactions et de vos réactions, ça va être un petit peu compliqué pour les présentateurs de pouvoir suivre ces questions. Et donc, on insiste très fort pour que vous les déposiez à cet endroit. À la fin du webinaire, vous serez redirigé vers une page d'évaluation. Donc, on vous demandera de compléter cette évaluation. Et vous recevrez par mail le lien du replay, puisque ce webinaire est enregistré. Et donc, pour ceux qui n'auront pas pu nous rejoindre ou qui doivent nous quitter en cours de webinaire, eh bien, vous aurez la possibilité de le revoir à votre aise. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et j'invite Nathalie, Aude et Cinderella à nous rejoindre pour présenter ce webinaire. Bonsoir. Bonsoir. Attends, Cinderella, donc bonsoir tout le monde. Voilà, moi je me présente pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, Nathalie Brel, je suis conseillère en langue moderne, donc je m'occupe de la question de l'éveil aux langues, des secondes langues et de l'immersion, et donc entre autres aussi des évaluations interdiocésaines où je travaille en équipe avec Aude, qui travaille pour le service de production pédagogique, mais qui est responsable de la production des évaluations interdiocésaines, toutes les évaluations, enfin religion, langue et P2 et P4, avec toute une équipe autour d'elle, dont Cinderella, qui a travaillé au SPP aussi, et qui travaille donc pour la production du programme des interdiocésains, mais Cinderella est vraiment en charge des interdiocésains, de la production des évaluations en langue moderne. Donc voilà, c'est la bonne personne ce soir. Alors voilà, à l'origine de ce webinaire, on s'est dit qu'on allait faire ça parce qu'on a eu des remontées des formations. Vous avez vu, voilà, vous avez été en formation et on entend qu'il y a des questionnements parfois par rapport au fond de l'évaluation. Tiens, finalement, d'où elles viennent, pourquoi on fait ces évaluations-là, pourquoi il n'y a pas de points, etc. Et aussi des questions plus de pratico-pratique sur vraiment la passation. Et donc voilà, un moyen facile de communiquer avec beaucoup de monde, c'est les webinaires. Et donc voilà ce qui nous rassemble aujourd'hui. Voilà, je vais partager mon écran pour qu'on puisse avoir un support en PowerPoint. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Aude est là pour... Oups, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Aude va réguler le questionnement et nous renvoyer les questions au fur et à mesure, ou en tout cas à la fin du webinaire, on s'arrêtera sur vos questions. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Oui, ok, d'accord. Donc voilà, c'est parti pour ce soir. Alors, on en a pour une petite heure ensemble, je pense. Alors, quel est le planning de la soirée? On va d'abord bien tenter d'éclaircir pourquoi il y a des évaluations en langue moderne, d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. Comment elles sont construites et pourquoi on a pensé à les construire comme ça. Et puis concrètement, des infos et astuces pour l'interrogation, mais en tout cas pour la passation. Et là, vous pouvez poser vos questions, mais vous pouvez bien entendu aussi dans le chat mettre vos trucs et astuces des années précédentes si vous avez trouvé des moyens astucieux de faire passer par exemple les épreuves orales. Alors pourquoi ?
Eh bien, pour vous expliquer le pourquoi, on va retracer une ligne du temps de ce qui s'est passé au niveau évaluation en langue dans l'enseignement fondamental. Il y a bien longtemps de ça, pour les plus anciens d'entre vous, il y avait des évaluations en langue moderne et je suis avant 2008. C'était des évaluations qui étaient créées par le réseau, qui rassemblaient 3 langues, anglais, néerlandais, allemand, et c'était vraiment très très court. Je pense qu'il y avait une page à 4 recto verso. Et puis en fait, sont arrivés les CEB. En 2008, il y a eu quand même un changement au niveau des évaluations dans le fondamental important. Le certificat voilà, d'études de base là. Et à partir de ce moment-là, comme il y a eu une évaluation externe qui a été prévue en 6e primaire, le réseau en interne a arrêté la production des évaluations interdiocésaines. Parce que comme il y a pour le moment pour les P2, P4, il y avait des évaluations interdiocésaines qui recouvraient toutes les disciplines, maths, français, sciences à l'époque, etc. Et donc, on a arrêté en interne de produire des évaluations pour les 6e primaires parce que le CEB était là, mais le CEB ne couvre pas les langues et on n'a pas continué à produire d'évaluations interdiocésaines en langue. Donc, depuis 2008, il n'y avait plus d'évaluation proposée, ni par le réseau, ni par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis est arrivé le pacte pour un enseignement d'excellence avec une belle et heureuse revalorisation de la discipline des langues modernes. Et donc, en interne, de nouveau, au réseau, et ça, dans le réseau, vous le savez, tout un mouvement de questionnement par rapport à cette discipline, avec une vraie volonté de la revaloriser. Et donc, la question de se dire, bon, ok, mais si on veut valoriser et avoir une vraie place pour la discipline, l'évaluation en fait partie. Et donc, dans toutes les actions qu'on a mises en place au niveau du réseau, qui sont des actions qui poursuivent 2 objectifs, c'est améliorer les compétences des élèves en langue et avoir une vision des langues comme un outil citoyen avant tout, comme un outil de communication pour aller vers l'autre. Pour poursuivre cet objectif-là, on a décidé de mettre en place des évaluations, nouvelles moutures, pour voir un peu comment ça allait au niveau des compétences vraiment des élèves. Et en 2021, il y a eu les premières évaluations en langue moderne, nouvelle version, qui étaient en anglais et en néerlandais. Et pour ceux qui les avaient passées, c'était sur un voyage à Bruges pour le néerlandais, un voyage à Londres pour l'anglais. 2021, ils étaient prévus pour 2020, mais le Covid les a postposés à 2021. Et puis 2022, de nouveau en 2 langues. Et 2023, l'année dernière, au mois de juin, pour la première fois, les évaluations, nouvelles moutures dans 3 langues, anglais, néerlandais, allemand, avec une petite commande en allemand. L'année passée, ça représentait, je pense, maximum 60 élèves, mais quand même le mérite de faire vivre cette langue aussi, qui est aussi apprise dans nos écoles. Et puis, voilà, cette année-ci, on est en 2024, il n'y a pas de petite barre 2024, mais c'est aussi proposé dans 3 langues. Et puis, il y a les perspectives pour la suite. Alors, il y a un point d'interrogation, mais vous savez que là, les élèves ont commencé les langues en 3e primaire, donc ils vont arriver en 4e primaire. Se pose la question en interne de voir si on va produire des évaluations pour les 4e primaires. Alors, on va en produire, mais est-ce que ce sera déjà en 2025 ou seulement en 2026? Mais en tout cas, vont arriver aussi des évaluations de ce type-là pour les P4 dans les années qui viennent. Et puis pour la suite, en 2026, elles vont être adaptées au nouveau programme. Donc pour l'instant, elles sont toujours basées sur les socles de compétences, puisque c'est toujours ce que vous avez en vigueur comme référentiel pour les 6e. Et en 2026, ce seront des évaluations adaptées au nouveau programme. Alors pour la suite, quand on dit on verra, on verra, parce que est-ce qu'à un moment donné, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les langues vont être incluses dans le CEB? C'est possible, mais on n'a pas de réponse. Donc, tant qu'il n'y a pas de langue dans le CEB, en interne, dans le réseau, ça continuera avec cette formule. Alors, la conception. Comment est-ce que ces évaluations sont pensées et conçues? Alors ça, c'est important de s'arrêter sur le sujet parce que il n'y a pas de points. Ce sont des évaluations... il y a 3 niveaux, hein, vous savez, pour ceux qui les ont déjà passés, il y a le niveau petite colline, le niveau petite montagne et puis le niveau grande montagne. Et les enfants reçoivent un
une évaluation du niveau qu'ils ont atteint pour chaque compétence. Alors, c'est une évaluation qui est conçue comme une évaluation par compétence sur 3 niveaux. Et donc, l'idée, c'est que pour chacun des niveaux, l'élève doit montrer que les compétences sont acquises. Donc, il va avoir pour, par exemple, les épreuves petites collines, qui sont les questions les plus faciles, 3 occasions en compréhension à l'audition de montrer qu'il a atteint ce niveau-là. Alors, pour la compréhension à l'audition, depuis les bugs d'encodage des premières années, enfin des bugs de passeport d'élèves, il y a même maintenant 6 questions. Mais ce que vous devez retenir, c'est que l'élève va devoir réussir 2/3 des questions pour accéder au niveau suivant. Donc, il faut qu'il ait sur les 3 réponses, par exemple, 2 bonnes réponses pour se dire, OK, ce niveau-là est validé. On passe au niveau suivant. Au niveau suivant, dans les évaluations, il y a aussi 3 questions qui sont posées. Même chose, si l'élève réussit 2 des 3 questions posées au niveau petite montagne, alors il pourra, dans les résultats des évaluations, avoir accédé aux questions des grandes montagnes. Alors, ce qui peut parfois prêter à confusion, c'est que forcément, c'est pas conçu comme ça dans le document. Donc, dans le document, toutes les questions sont là. Il y a les questions petite colline, petite montagne, grande montagne, qui sont calculées pour l'évaluation par compétence. Donc, nous, on veille bien à ce qu'il y ait 3 fois au moins l'occasion de montrer qu'on a acquis le niveau. Et c'est seulement au moment de l'encodage que se fait le passage quelque part d'un niveau à l'autre et que Cinderella vous expliquera après comment le passeport est généré. Mais donc, l'évaluation par compétence, c'est pas quelque chose qu'on a inventé nous, c'est un principe d'évaluation qui a été pensé par des chercheurs, entre autres Xavier Rougirs, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, c'est un système qui est pensé comme ça. Et le principe, c'est toujours 2/3 de réussite pour se dire que la compétence est acquise. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci, vraiment sur ce point-ci, Aude? Considérez que non. Une question à propos d'accessibilité aux épreuves antérieures, mais j'ai répondu. Ah oui, ça c'est après, ok. Alors, donc, ces évaluations ne vont pas donner de points aux élèves, mais vont donner un niveau de compétence. Et donc, on va pouvoir se dire que, ben, par exemple, pour l'écoute, je suis au niveau petite colline, mais que par exemple en lecture, j'ai un niveau plus avancé qui est le niveau grande montagne, prêt à 2. Donc la volonté, c'est de ne pas donner de points. Alors pourquoi on ne donne pas de points? C'est une question qui nous revient souvent parce que les enseignants ne comprenaient pas toujours forcément pourquoi on ne donne pas de points. Les parents attendent des points. Dans les autres matières, disciplines, ce sont des points. Alors, la première raison pour laquelle on n'a pas voulu mettre de points, c'était pour valoriser le cours de langue en tant que tel et de se dire que, voilà, on veut donner une place au cours et on ne veut pas forcément sanctionner ou dire qu'on a réussi ou pas réussi. Donc, c'est vraiment la dynamique. L'objectif premier, c'est de se dire, on donne une place au cours de langue et on valorise le fait d'apprendre une langue. Alors, pourquoi on ne donne pas de points non plus et qu'on donne par niveau de compétences? C'est pour tenir compte de la diversité des élèves, parce que certains enfants, pour certains élèves, la langue du cours de langue, c'est déjà la 3e langue qu'ils apprennent. Ils ont parfois une autre langue maternelle que le français. Donc, il y a la langue maternelle, le français, puis la langue du cours de langue. Certains élèves ont des parents qui parlent néerlandais ou anglais ou qui partent souvent en vacances et qui ont un niveau plus avancé. Certains élèves à Bruxelles ou dans les communes à facilité ont plus d'heures de langue que d'autres. Et donc, le fait d'avoir 3 niveaux possibles permet en fait de situer les enfants en fonction de leurs compétences vraiment et de valoriser tous les niveaux de compétences. Donc ça, c'est vraiment important, que si on donnait des points, on serait entre réussite et raté. Tandis que là, il n'y a pas de notion d'échec. Donc l'idée, c'est d'éviter la notion d'échec, de valoriser ce qui est acquis, d'accepter que tout le monde n'a pas la même acquisition en même temps, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des langues. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi au niveau de la langue maternelle. Tous les enfants à 4 ans n'ont pas le même niveau en français, même s'ils sont tous, même parmi les élèves qui sont élevés en français. Donc, c'est vraiment se dire, c'est comme ça que ça fonctionne, l'apprentissage d'une langue. Certains vont être meilleurs à la compréhension, d'autres vont se mettre à parler plus vite, etc. Donc, c'est respecter la nature du développement linguistique.
Et c'est aussi, du coup, motiver les enfants à apprendre les langues. C'était un indicateur inquiétant qu'on avait eu dans l'état des lieux. La motivation des élèves à apprendre les langues qui était parfois bancale, on va dire. Et donc, là, ben, le fait d'avoir l'apprentissage valorisé, quel que soit le niveau, il n'y a pas d'échec. Notre intention, en tout cas, c'est de tenir les enfants motivés et pas en situation d'échec. Oups. Alors, quelles sont les compétences qui sont évaluées pendant les évaluations? Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que pour l'instant, je vous l'ai dit dans l'historique, c'est basé sur les socles de compétences de 2016. Et qu'on évalue les 5 compétences classiques liées au cours de langue, la compréhension en audition, l'expression orale sans interaction, l'expression orale en interaction, la compréhension à la lecture et la production d'écrit. Alors, on va s'arrêter sur la production d'écrit parce que c'est quelque chose qui nous revient depuis les différentes années, les 3 années où on a fait les évaluations. Chaque année, on a des réactions par rapport au fait qu'il y a une place pour l'écrit dans les évaluations. Donc, il y a vraisemblablement quelque chose qui est mal compris. Et donc, pourquoi la production d'écrit a sa place dans l'évaluation? Parce que dans les socles, il y a une place pour l'apprentissage de l'écrit. Donc, ceci, c'est une capture d'écran des socles qui sont encore actifs, on va dire, pour le moment. Et donc, on dit bien, en langue moderne, écrire pour s'informer, compétences à développer en expression écrite au niveau A1+, donc voilà, vont à la sphère, etc. Et c'est vrai qu'il est bien mis ici, ne fera pas l'objet d'une certification, mais bien d'un apprentissage. Et je pense que c'est là que parfois ça coince dans le fait que au niveau de l'évaluation, il y a quand même de l'écrit. Mais je viens de vous l'expliquer, le but de cette évaluation, c'est pas une certification, c'est pas un CEB qui va dire oui tu peux continuer ou non tu ne peux pas continuer. C'est pas une évaluation qui arrête les élèves, c'est une évaluation qui est sommative mais qui se veut surtout évaluer pour donner de la valeur. Et donc il n'y a pas de certification, il n'y a pas de notion d'arrêt ni d'échec. Donc il faut voir vraiment cette évaluation dans ce sens-là. Et donc, ici, ben, on se permet de mettre de l'écrit parce que théoriquement, pendant les 2 années, parce qu'ici, pour le moment, c'est des élèves qui ont eu 2 ans, de 2 années de cours de langue, les élèves ont été face à l'écrit et donc on s'arrête et on regarde comment ça fonctionne et comment ils se débrouillent à l'écrit. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on met de l'écrit. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans le nouveau programme, alors ici c'est celui de P3, P4, parce qu'on n'a pas encore la couverture du P5, P6. Dans le P3, P4, il n'y a pas d'écrit, donc pour ça vous le savez, vous avez déjà le programme entre les mains. Mais dans le programme de P5, P6, qui va arriver dans le courant du mois de juin, je pense en PDF à votre disposition et vers le mois d'août en version papier dans vos mains. Dans ce programme-là, l'écrit a une place importante en 5e et en 6e primaire. Et donc là, ça va être... alors, c'est toujours pas certificatif, ça restera. Mais par contre, le niveau d'exigence au niveau de l'écrit va monter d'un fameux cran. Alors, au niveau de la passation, je vais passer la parole à Cinderella. Oui. J'arrête le partage, comme ça tu peux toi-même avancer. Attends, je ne retrouve plus mon écran. Hop. Il a disparu. Désolée pour les aléas du direct. Voilà. Pas grave. Hop. Voilà. Et voilà. Vous le voyez? Pas encore. Voilà, ça y est. Donc, hop, je vais vite avancer parce que il y a eu un petit bug dans... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, casse pas ton écran. Pardon? Te casse pas ton clavier. Non, c'est bon.
Alors, pour cette partie de la passation, la première chose que je tenais à vous dire, c'est qu'en amont, il est très important que vous ayez accès à l'extranet. Vous allez en entendre parler plusieurs fois à différents moments ici. Et donc, l'extranet, soit vous avez déjà un compte extranet et vous savez vous connecter, soit vous n'en avez pas encore et à ce moment-là, je vous conseille de vous rendre vers vos directions pour que vous puissiez y arriver et utiliser correctement l'outil. Aude nous faisait part tout à l'heure d'une question sur le fait de où pouvoir retrouver les évaluations anciennes. Mais voilà, justement sur l'extranet, vous pourrez télécharger à tout moment et c'est vrai qu'il pourrait être très utile de le télécharger en début d'année des évaluations des années antérieures, ce qui vous permettrait de faire une évaluation diagnostique. L'évaluation diagnostique, elle vous permettra de voir où se situent vos élèves par rapport à la P5, leurs acquis et les besoins nécessaires. Où est-ce que je vais retrouver ça? Donc, je vais aller dans l'extranet, dans la partie évaluation interdiocésaine. Je vais aller cliquer dans juin 2023 ou juin 2022 ou juin 2021, P6. Là, vous voyez que apparaissent religion, langue moderne, allemand, anglais, néerlandais. Et vous pourrez retrouver tous les documents nécessaires pour pouvoir voir des anciennes évaluations. Maintenant, dans un futur un peu plus proche, concernant l'évaluation de cette année, en amont aussi, je vous invite à prendre connaissance des vidéos introductives. Les vidéos introductives qui vont vous permettre de voir et permettre à vos élèves aussi de voir pourquoi on évalue les langues modernes de cette façon-là, et aussi pour voir le thème de l'année. Donc pour ça, je vous ai montré un exemple de juin 2023 parce que évidemment en juin 2024, ça n'est pas encore mis en ligne. Vous voyez qu'en juin 2023, on avait aussi les 3 onglets langue moderne, allemand, anglais, néerlandais, et qu'on pouvait cliquer sur présentation de l'évaluation de langue moderne. Et là, ça vous amène vers un lien avec 2 vidéos. La vidéo introductive qui explique pourquoi on évalue les langues modernes et la deuxième vidéo qui est un petit peu plus ludique qui explique le thème de l'année. Je vous invite aussi, si vous avez la possibilité, de télécharger les supports visuels. Les supports visuels vous seront utiles si vous avez, par exemple, un tableau interactif pour pouvoir permettre de diffuser les images aux élèves en direct. De nouveau, vous vous rendrez pour cette année juin 2024 et vous irez cliquer sur l'onglet Images et là, vous aurez toutes les images nécessaires pour l'évaluation de cette année. Cette année, le thème, voilà, ça sera le cinéma. C'est un thème commun pour la P2, la P4 et les évaluations de langue moderne. Vous voyez que ça ne sera pas des films issus de la culture de la langue cible. Alors, ça, c'est un choix qui a été fait pour pouvoir parler sur des films qui sont plus mondialement connus, pour ne pas ajouter la culture propre de la langue, pour ne pas ajouter une difficulté supplémentaire aux élèves en temps d'évaluation. Ça va leur permettre de créer des hypothèses sur quelque chose qu'ils ont déjà vu ou en tout cas entendu parler et d'avoir une compréhension plus adaptée. Maintenant, dans le futur, nous, ce qu'on vous encourage de faire aussi, quand vous aurez vu un petit peu le fonctionnement de cette évaluation-là, ça sera de vous cibler au courant de l'année scolaire des films adaptés dans la culture de la langue, justement. Voilà. Vous aurez la possibilité aussi de découvrir dans les enveloppes interdiocésaines qui arriveront normalement la semaine prochaine, tout ce qui concerne cette culture par rapport au film. Alors, dans l'enveloppe, justement, qu'est-ce qu'on va y trouver? On y trouvera le livret de l'élève. Là-dedans, ce sera le questionnaire qui sera organisé par compétences. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura d'abord toutes les questions d'écoute, puis toutes les questions de lecture. Il est rédigé et organisé comme ça par compétences pour permettre à l'élève de rester concentré sur sa tâche et pas changer en cours de route de tâche et risquer de s'y perdre. Vous y retrouverez aussi le guide de l'enseignant, très important.
j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'il est utile et important d'en prendre connaissance à l'avance. Vous allez y découvrir les modalités de passation, les phrases à lire oralement pour la partie écoutée et le correctif précis et l'explicatif complet pour valider un niveau. Donc, c'est vraiment un outil très, très important à découvrir en amont. Voilà. Une nouveauté pour vous cette année. On a réussi à vous avoir des petites affiches qui seront en couleur. Vous avez l'opportunité d'en découvrir ici une en primeur. Voilà, donc dans l'enveloppe des évaluations, en plus du guide et en plus du questionnaire, vous aurez un poster recto verso A3 par rapport à l'évaluation de cette année qui vous permettront de l'afficher au tableau. Et je vous encourage fortement à le garder dans une farde bien précieusement pour les réutiliser les autres années parce que voilà, c'est un petit cadeau couleur. Alors, j'attire maintenant votre attention sur quelque chose de très important aussi, c'est qu'il est nécessaire de passer toutes les questions de tous les niveaux pendant la passation. Si un élève ne réussit pas le niveau colline, donc le premier niveau, les niveaux suivants ne seront pas validés. D'accord? Donc, si je suis juste au niveau grande montagne, que je fais toutes les questions grande montagne, mais que j'ai voulu zapper les premières questions, ben, ça sera impossible de valider et donc on ne saura pas leur fournir le passeport à la fin. Maintenant, évidemment, si un élève a des difficultés à répondre à une question, et ça peut arriver, alors c'est qu'il n'est pas prêt à atteindre tous les niveaux suivants. Concernant donc le temps de passation pour l'oral, il a été testé en début d'année en première secondaire pour ne pas fausser les évaluations de 6e primaire. Ça a été testé en tout début de première secondaire et le temps de passation pour l'oral est en moyenne de 5 minutes. C'est un temps, voilà, plus ou moins moyen. Et on insiste et on voudrait vous proposer une collaboration avec les titulaires de classe, ce qui pourrait être vraiment utile et intéressant pour vous parce que voilà, ça permettrait de valoriser votre discipline, de valoriser votre fonction, de permettre aux enseignants de voir comment ça fonctionne aussi au cours de langue. Et donc, l'idée serait de permettre aux titulaires d'être en classe et de vous retrouver juste avec l'élève le moment de la passation de l'oral. Voilà. Maintenant, concernant l'écoute, il y a plusieurs écoutes possibles pendant l'évaluation. Tout d'abord, la vidéo introductive qui est facultative, mais qui permet à l'élève de vraiment de se mettre en contexte. Donc, c'est rassurant pour lui. Il voit vers quoi il voit et il va se sentir plus à l'aise pour la compréhension de ce qu'il verra. Cette année, on a fait le choix de ne pas mettre de vidéo ni de piste audio. C'est l'enseignant qui parlera. Où est-ce que vous retrouverez les phrases? Ce sera donc dans le guide enseignant. Vous aurez toutes les phrases à dicter au fur et à mesure à l'élève, ce qui pourra le mettre en situation plus rassurante aussi et lui permettre de reconnaître un accent qu'il connaît déjà. J'insiste sur l'importance de veiller aux conditions d'écoute. C'est quoi les conditions d'écoute? C'est être sans stress, attentif, sans bruit parasite pour que les enfants de cet âge-là puissent être vraiment dans une condition optimale et ne pas se sentir stressé parce qu'il a mal compris et que donc ça pourrait le bloquer pour l'évaluation. Voilà, pour la suite, je passe la parole à Nathalie qui va vous expliquer maintenant pourquoi il est important d'encoder les résultats. Oui, tu peux laisser ton... Oui, voilà. Alors, pourquoi encoder les résultats? Il y a 3 raisons différentes. La première raison, c'est pour l'élève, parce que c'est d'abord à lui que doit être utile l'évaluation. La deuxième, c'est pour l'école, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Et la troisième, c'est au niveau macro, c'est-à-dire au niveau plus systémique. Alors, pourquoi l'encodage est important pour les élèves? L'encodage va générer un résultat. En ayant encodé que vous allez avoir un résultat, tu peux cliquer si tu fais la story. Et le résultat, ça va permettre à l'élève, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir ses apprentissages valorisés.
Il va pouvoir objectiver, se dire, OK, je suis en niveau grande montagne dans la compréhension. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'expression, j'ai atteint seulement le niveau colline. Et donc, voilà, on objective. Et puis, c'est l'idée d'inscrire les enfants dans une culture citoyenne plurilingue. C'est comme ça que l'Europe, le Conseil de l'Europe, et c'est comme ça que fonctionnent les pays européens maintenant, c'est avec des passeports. Vraiment sur le même format que ce qu'ont vos élèves. C'est aussi quelque chose qui circule au niveau adulte, au niveau professionnel, etc. C'est le même outil. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, en français, je suis bon en lecture, par exemple, je suis déjà très bon en lecture en français. En néerlandais, pour le moment, je ne suis qu'à un niveau pré A1. Et puis après, au fur et à mesure de la vie, les langues, ça s'apprend tout au long de la vie. Et c'est l'idée vraiment de se dire, et j'évoluerai. Mais en tout cas, j'ai une possibilité déjà dans les 5 compétences de communiquer dans une autre langue. Parce qu'ils auront quand même tous acquis au moins le niveau pré A1. Enfin, c'est vraiment très très rare. On a eu quelques retours, mais des élèves qui n'ont pas le niveau pré A1 dans les évaluations, ça c'est vraiment quand même exceptionnel. Bon, c'est très 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 basique. Mais donc c'est vraiment l'idée de se dire, OK, on veut, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les objectifs qu'on poursuit, avoir une vision des langues comme un outil de citoyenneté et d'ouverture à l'autre. Alors, pour l'école, pourquoi c'est important? Ça va vous permettre d'objectiver les acquis des élèves. Ok, ça vous permet en vous, en tant que prof, de vous dire, OK, moi, je travaille avec mes outils, je fais mes cours tout au long de l'année, je choisis moi-même mes sources, mes manuels, enfin, etc. Et puis, à un moment donné, arrive une évaluation externe, un outil qui vient de l'extérieur et qui va permettre permettre d'objectiver, tiens, finalement, est-ce que, en travaillant comme on travaille, les élèves ont acquis les attendus des socles, les attendus du programme? Donc, c'est une donnée objective. Ça permet à l'école d'avoir un miroir complet. Donc, au moment de l'évaluation, vous vous souvenez, plan de pilotage, contrat d'objectif, il y a un miroir de l'école qui reprenait toutes les autres disciplines et il n'y avait pas les langues modernes. Mais ce miroir est très utile parce que quand quelque chose ne va pas, enfin, quelque chose va bien, on le voit, mais quand quelque chose va moins bien, et c'est comme ça que les objectifs ont été choisis souvent pour les contrats d'objectifs, c'est de se dire, OK, au niveau des mathématiques, il y a quelque chose qui coince vraisemblablement chez nos élèves. Pourquoi et comment on va améliorer les choses? Notre idée, c'est de mettre les langues dans le miroir. Donc, avec l'encodage, vous allez avoir des données pour l'école. Et c'est vraiment de développer une responsabilité collective autour de la question des langues. Ça, c'est quelque chose qu'on porte avec force. Si vous êtes seul, vous, prof de langue, responsable du cours de langue, et que les titulaires et les directions d'école n'ont pas la conscience de la valeur et de l'importance du cours de langue, c'est très difficile d'avancer. Or, en mettant les langues dans le miroir de l'école, ça va permettre de se dire, prenons un exemple, tiens, on écoute, il y a un problème, les résultats sont pas super, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas pour ça que c'est la responsabilité du prof de langue. Dans quelles conditions est-ce que le prof de langue travaille? Est-ce qu'il y a une collaboration avec les titulaires de classe? Est-ce qu'il y a un local? Est-ce qu'il y a un accès à Internet? Est-ce qu'il y a une possibilité de passer des sources sonores dans des situations d'écoute dignes de ce nom? Donc, il y a vraiment l'idée de mobiliser les autres collègues autour de la question des langues. Donc, ça, c'est pour l'élève et pour l'école. Et puis, ensuite, au niveau macro, ça, c'est plus au niveau réseau. Comme on l'a pour les autres disciplines, comme on l'a pour les maths et pour le français, ça permet d'avoir une vue globale sur les résultats des écoles du réseau et de se dire, tiens, vraisemblablement, telle question a posé problème. Dans les évaluations, on dirait qu'au niveau mathématique, dans les nombres, il y a quelque chose qui n'est pas bien compris dans les programmes et dans les évaluations et qu'on devrait peut-être, au niveau de la formation, faire quelque chose. Et donc, ça nous permet aussi à nous d'ajuster des actions de formation ou les évaluations des années suivantes, évidemment. Donc voilà, ça, c'est les 3 raisons pour lesquelles l'encodage est important. Je te repasse la parole, Cinderella. Merci, Nathalie. Alors, l'encodage, oui, mais comment? Pour cela, de nouveau, vous allez devoir vous rendre sur la fameuse page de l'extranet du CEGEC. Vous loguez. Une fois que vous vous serez logué, vous aurez la possibilité de voir l'onglet qui s'appelle « Encodage des résultats ». Voilà, vous la voyez ici dans le cercle rouge. On clique dessus.
Une fois que je suis dans l'encodage des résultats, je vais devoir choisir ma langue cible. Certaines écoles, c'est simple parce qu'on a juste une langue cible, mais dans certaines écoles, la réalité est autre et on pourrait avoir 2, voire peut-être 3 langues par classe. À ce moment-là, vous allez devoir ajouter les élèves. Si vous avez juste une classe avec une seule langue cible, ça sera très simple. Vous irez sélectionner tout au-dessus la classe en entier. Par contre, si vous avez 2 langues dans la même classe, là, il va falloir sélectionner les élèves propres à la première langue et puis refaire la même manœuvre pour les élèves de la seconde langue. Comment ça se passe ensuite? On va commencer à encoder les résultats. Vous verrez dans l'évaluation des élèves, donc chaque fois vous avez à côté du questionnaire la petite colline, la moyenne colline et la moyenne montagne, pardon, et la grande montagne. Et donc, c'est elle qui vous permettra de savoir où vous devrez aller encoder. Vous aurez 2 possibilités, en écouter, écrire et lire. Vous aurez le choix entre aucun niveau ou le niveau proposé. Ici, vous voyez qu'il est écrit pré A1, parce que c'est une question de pré A1. Évidemment, s'il s'agit d'une question de A2, il sera écrit juste A2. Par contre, en parler sans interaction et parler en interaction, là, vous devrez faire le choix entre pré A1, A1, A2. Pour faire ce choix-là, c'est indiqué dans le guide enseignant. Voilà, mon élève a réussi à parler juste quelques mots simples, je serai en pré A1. Il a su tenir un certain discours, il sera niveau A1. Il a su être en dépassement, il sera niveau A2. Tout ça est précisé dans le guide enseignant. J'attire votre attention sur l'importance de sauvegarder pendant votre encodage pour 2 raisons. La première, c'est qu'on n'est jamais caché d'un problème informatique. Et puis la deuxième, c'est que si vous souhaitez arrêter l'encodage et le redémarrer à un autre moment, voilà, tout sera sauvegardé, ce sera beaucoup plus facile. Lorsque tout ça sera terminé, on va vous proposer de télécharger les résultats. Les résultats, ils sont à la fois individuels et par classe. Donc, ça vous permettra de voir pour chaque enfant séparément et pour l'ensemble de votre classe. Et vous pourrez aussi télécharger le fameux passeport linguistique qui sera à remettre à l'élève. Si j'ai parlé trop vite ou si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre toutes les informations, les tutoriels sont disponibles également sur l'extranet du CEGEC et vous permettent d'aller revoir tout ce que je viens de vous expliquer bien à votre aise. Pour ça, vous devez aller dans l'encodage des résultats. Donc là, vous avez déjà cliqué sur l'onglet « Évaluation interdiocésaine » et juste au-dessus de juin 2024, il est écrit « Encodage des résultats ». Vous cliquez dessus et vous verrez alors tous les liens utiles qui apparaîtront et vous choisissez ce qui est nécessaire pour vous. Voilà maintenant à quoi va ressembler le passeport des élèves. Donc, vous voyez qu'on distingue bien toutes les compétences les unes après les autres et on voit pour cet élève où il en est par rapport à chacune des compétences. Si votre direction d'école le souhaite, elle peut télécharger le logo de l'école qui se retrouvera alors en haut à droite. Mais attention, j'insiste sur le fait que vous ne devez pas vous mettre un logo personnalisé par rapport au cours de langue parce que ce sera le même sur le retour des P2 et des P4. Donc, il faut vraiment que ça soit le logo de l'école qui soit commun à tous. Voilà en ce qui concerne le passeport. Je vais maintenant rendre la parole à Aude pour voir si on a une partie questions-réponses. Alors, il y a 2 questions auxquelles je n'ai pas su répondre moi-même. Donc, je vous les renvoie à la patate chaude. D'accord, vas-y. Pour l'expression écrite, il n'y a en général que 2 questions. Des élèves ont parfois réussi le niveau supérieur, raté l'inférieur. Le passeport est vide pour l'expression écrite. Cela n'est pas motivant. Ok.
parce qu'il n'y a toujours que 2 questions d'expression écrite. En expression écrite, comme pour les autres compétences, les élèves ont plusieurs fois la possibilité de montrer leur niveau, si ce n'est que le niveau pré-A1 n'est pas évalué. Donc au niveau de l'expression écrite, il y a juste le niveau petite montagne, grande montagne, on ne le fait pas en niveau colline. Donc il y a que, s'ils ne réussissent pas le niveau petite montagne, ils ne montent pas au niveau grande montagne, mais il y a quand même 3 possibilités pour chacun des niveaux. Cinderella, c'est juste. Donc, oui, c'est effectivement le niveau pré-1, il est noir pour tout le monde. On ne fait pas l'écrit en pré-1. Ok, donc il me semblait bien qu'il y avait 3 questions pour le niveau, pour chacun des 2 niveaux, mais je n'étais plus sûre. Et alors la question qui revient plusieurs fois, c'est la passation à l'oral. Au niveau timing, c'est vraiment pas évident, on peut l'entendre. Hein, quand on a 22 à 27 élèves, voilà, c'est pas évident à faire passer. Est-ce que vous avez des solutions, des propositions? Oui. Alors, nous, ce qu'on a comme solution, c'est ce qui nous revient du terrain. Et ce qu'on entend maintenant, c'est que c'est un peu pris dans le bain, on va dire, du CEB. Et on a quand même des profs qui nous disent que les titulaires prennent la classe en charge pendant que eux font passer les élèves au niveau de l'oral. Ça, c'est des choses qu'on entend. Après, ici, n'hésitez pas dans le chat à renseigner vos trucs, vos astuces. Mais c'est clair que la passation de l'oral en langue, c'est quelque chose qui est chronophage. Quand vous avez effectivement 25 élèves et qu'en plus vous avez plusieurs classes, on se rend bien compte que c'est pas évident. Et en même temps, on sait tous que l'oral, c'est vraiment l'objectif principal du cours et que donc essayer de mobiliser avec la direction d'école et avec les titulaires une solution pour pouvoir le rendre possible au moins une fois en fin de parcours scolaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution, si ce n'est qu'on se rend bien compte que tout seul dans la classe avec tous les élèves autour, c'est compliqué. Il faut effectivement essayer d'activer la collaboration. Alors, activer la collaboration, je sais que je me doute que derrière vos écrans, vous dites, mais elle plane, c'est vraiment pas facile. C'est clair, c'est pas facile. C'est possible parce qu'il y en a qui le font. Et on essaye vraiment de mettre au plus d'endroits possible cette notion de collaboration avec le titulaire. Donc, vous avez vu dans le programme de P3, P4 sur les pages de droite, il y a à chaque fois un encart, lien avec la vie de la classe, la vie de l'école, pour que vous puissiez aller chercher les titulaires et leur tendre la main pour certaines choses. Dans le programme de langue française, on l'a fait aussi pour que les titulaires se rendent compte des liens qu'il y a avec le prof de langue. Et voilà, je pense qu'il va falloir quand même un petit temps pour que ça rentre dans la culture des écoles. Le fait qu'on essaye de valoriser la discipline, de donner de plus en plus de place aux cours de langue, c'est quand même quelque chose qui est assez encore récent. Ça fait que quelques années, enfin 2 ans, 3 ans, que ça commence à un peu bouger. Il y a une semaine des experts, les directions d'école commencent à être, je pense, plus sensibles à la question aussi. Et donc, peut-être qu'avec le temps, enfin j'espère qu'avec le temps, vous aurez plus de soutien de vos collègues pour ce temps-là. Mais on n'a pas de solution miracle. Ce qu'on propose quand même aussi, c'est de pouvoir enregistrer l'élève pour ne pas devoir chaque fois prendre le temps après de se dire « Ah oui, est-ce qu'il était niveau petite montagne, moyenne montagne ou grande montagne ?» Donc, on propose aussi, si c'est faisable, de l'enregistrer pour prendre ce temps après un peu plus à notre aise sans être face à la classe. Et alors, quand je suis allée le tester en première secondaire, ce que le professeur a fait aussi, c'est que voilà, s'il y avait des élèves qui avaient fini un peu plus rapidement leur évaluation, il pouvait déjà aussi les appeler près de lui à ce moment-là. Et certains élèves passaient même, en parlant plus discrètement, pendant que les autres terminaient leurs évaluations. Et ça fonctionnait. Par rapport à ce que tu disais de pouvoir enregistrer, il y a peut-être moyen aussi alors de s'arranger avec le titulaire. Peut-être que lui peut aussi faire passer en enregistrant pendant d'autres cours, s'il en a la possibilité, si les élèves sont en autonomie, et après, ils peuvent vous donner les enregistrements pour que vous puissiez évaluer chez vous par la suite. Dans le RAL sans interaction, là, oui, Cinderella, pour pouvoir réécouter, quoi. Oui, ça, on n'a pas encore repensé à proposer ça, un oral sans interaction qui serait préparé et enregistré au niveau numérique. On n'a pas ouvert cette piste-là, mais c'est vrai que vous êtes dans des réalités où vous avez parfois des centaines d'élèves à faire passer, là, enfin plusieurs, quoi. Oui, c'est compliqué.
Alors, il ne faut pas autorisation spéciale pour les enregistrer si c'est à titre privé. Donc, vous ne diffusez pas les enregistrements, il ne faut pas d'autorisation spécifique. Donc, voilà. On sent bien qu'il y a toute un raisonnement, une réflexion à avoir. Et donc, j'en profite aussi pour faire remarquer par rapport à une autre question qui a été posée, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé de tout faire passer à tous les élèves. Vous pouvez très bien ne faire passer que quelques compétences. On est bien sur une photo que l'on veut faire à un instant T. On va avoir des informations sur nos élèves. Et donc, il y a moyen d'encoder pour certains ou d'encoder certaines questions, pas toutes les questions. Mais le principal, c'est que si vous choisissez d'évaluer une compétence, il faut bien évaluer, comme l'a dit tout à l'heure Cinderella, toutes les questions relatives à cette compétence. Autrement, vous allez biaiser lors de l'encodage et ça ne va pas tomber juste au niveau des niveaux, justement. Et ça, on a déjà eu plusieurs retours d'enseignants qui ne comprennent pas pourquoi leurs élèves n'ont pas atteint sur le passeport le niveau grande montagne. Mais en fait, comme ils sont à Bruxelles, dans une commune à facilité, ils se sont dit, on va faire passer que les questions grande montagne. Mais alors, forcément, après, au niveau de l'encodage, si tout n'a pas été passé, ça fonctionne pas, quoi, pour générer le passeport. Donc voilà, ça c'est important. Il y avait les tendances des autres questions, Aude, quelque chose Oui, alors globalement, ce qui revenait, c'est au niveau du timing. Donc, il n'y a plus moyen maintenant d'encore commander les évaluations en version papier, tout simplement parce qu'à partir de lundi 27, tout sera distribué dans les écoles. Donc, le Plantin se donne une semaine, du 27 au 31, pour tout livrer dans les écoles. Et donc, à partir du 3 juin, tous les supports sur l'extranet seront disponibles. Vous pouvez donc commencer éventuellement à faire passer les évaluations à partir du 3 juin. Ça peut se faire sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, peu importe. Et l'encodage sera disponible à partir du 10 juin. Donc ça, c'est au niveau du timing dans les questions qui paraissaient. Il répond à des retours qu'on avait eu aussi où vous trouviez que c'était les autres années trop serrées, que ça arrivait trop près des CEB et vous étiez quand même en difficulté. Voilà. Alors, il y a toujours la notion quand même de niveau, c'est pas toujours évident à comprendre. Si un élève réussit un niveau plus élevé et rate un niveau plus faible, on ne peut pas donner le niveau plus élevé à l'élève parce que ça veut dire qu'il lui manque encore des bases et que donc quelque part on va le leurrer en disant « Ok, super, tu as atteint ce niveau maximum ». Non, tu sais faire des choses du niveau maximum, ça c'est certain, mais il y a encore des bases que tu n'as pas et donc ça va t'handicaper pour la suite de tes apprentissages. Oui, ça c'est le bas blesse parfois là, mais ça c'est vraiment, je pense qu'il faut effectivement faire confiance au système comme il est pensé, mais c'est vrai que c'est de se dire que ça évite aussi on va pas dire le coup de bol, mais voilà, parce que parfois c'est vrai, ils peuvent réussir une question d'un niveau plus important en étant passé à côté de trucs très basiques. Ouais. Alors je vois plusieurs qui reviennent aussi dans le fait que vous devez aller aider pour corriger le CEB, qu'il faudrait insister auprès des directions pour avoir plus de collaboration entre les personnes. Alors demain, justement, il y a un webinaire pour les directions à propos des évaluations interdiocésaines et ça fait partie des messages, effectivement, que l'on va faire passer aux directions. Cette notion de collaboration entre les équipes, aussi pour les enseignants de P2 et de P4 qui ont beaucoup à corriger par rapport aux P1, P3, P5 qui n'ont pas d'évaluation. Donc, on va essayer aussi de les amener à amener cette collaboration dans les équipes. Voilà en gros ce qui ressortait dans les... Est-ce que c'est obligatoire? Non. Donc, on a bien dit que ce n'était pas obligatoire. C'est bien un outil qu'on vous offre, mais il n'y a aucune obligation de le passer. Pour le reste, je pense avoir répondu un petit peu à toutes les questions dans le chat directement. Est-ce que les élèves peuvent utiliser un dictionnaire pour l'évaluation, pour une partie de l'évaluation? Oui. Oui, c'est proposé. C'est noté dans le guide enseignant aussi que ça fait partie des outils qui sont disponibles. Donc, tous les référentiels de la classe qu'ils ont utilisés pendant l'année, ils peuvent utiliser, oui.
Encore une Il fois, n'y a plus de questions dictionnaire. Hein. Les premières années, on avait mis vraiment des questions. Ouais. Ça, on a plus, ça, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a plusieurs situations différentes pour l'oral? Il me semble que oui. Oui. Il y a... une sans interaction et une en interaction avec le titulaire. À l'intérieur même, ils peuvent choisir le... Tout le monde ne veut pas dire la même chose. C'est ça la question de la personne. Parce que alors, pour les derniers qui ont entendu tout le monde passer avant, c'est plus difficile. Oui, c'est ça. C'est sûr que l'idéal, c'est pas qu'ils entendent tout le monde passer. Ça, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Mais oui, il y a le choix cette année-ci. Mais vous avez vu, hein, Cinderella a partagé l'écran avec l'image en couleur. Les enfants ont une logique de choix. Ils doivent choisir un super-héros et ils vont devoir en parler. Et donc, il y a une logique de choix là, de l'élève. Ouais. Oui. Mais bon, effectivement, si on en entend 20 qui passent avant, c'est plus simple. Donc voilà. Alors, moi, on a besoin de repartager le PowerPoint, mais en tout cas, vous dire que, on espère que ça vous éclaire sur le fond, sur le sens et sur la forme, que vous ne devez pas hésiter de toujours à revenir vers nous par mail ou par voilà. Il y a au moment des évaluations une espèce de appel SOS. Il y a toujours un numéro de contact qui est dans les enveloppes et que vous pouvez contacter en cas de problème d'encodage, en cas de problème d'accès à l'extranet, enfin tout ça. Donc il y a quand même des gens derrière les écrans, entre autres Aude et Cinderella, qui sont là. Je veux dire que moi, pour ma part, c'est pas la part des autres, mais j'espère que je retrouverai certains d'entre vous à la semaine des experts. Dans quelques semaines, on se retrouve au Méli-Mélodée. Donc, c'est la première année qu'on a cette semaine expert pour les profs de religion, les profs de gym et les profs de langue. Donc, de nouveau, c'est la volonté de valoriser le métier. La journée est palpitant. Donc, ceux qui sont là, je pense que vous passerez une bonne journée. Il y a de l'improvisation, il y a des activités au musée, il y a un groupe de musique. C'est vraiment l'idée de faire une communauté des profs de langue et de sortir de l'isolement et de vivre des choses intéressantes, mais aussi amusantes. Pour pouvoir retransférer en classe. Donc ça, c'est la première chose. On y est presque. Et vous êtes pour l'instant 152 profs inscrits. Donc c'est vraiment un beau rassemblement de profs de langue. Donc c'est un bel événement. Et la deuxième chose, c'est que je vous invite à rester attentif aux newsletters. Vous avez eu ici le webinaire via cette newsletter-ci. Mais dans les newsletters, il y aura aussi toutes les offres de formation. Donc pour l'année prochaine, il y a encore des nouveautés pour vous avec des communautés de pratique qui vont s'ouvrir sous une nouvelle forme, avec des nouveaux modules de formation spécifiques pour les 5e, 6e primaires. Donc restez attentifs à l'arrivée de la newsletter pour la suite des événements. Il y en aura plus cette année. La prochaine newsletter, ce sera vraiment tout début de l'année prochaine. Et donc cette année, si vous voulez vous inscrire en formation, ça, dans le catalogue de l'IFEC, depuis l'année passée, il y a un catalogue spécifique pour les profs de langue. Donc vous ne devez plus aller chercher plic-ploc au milieu des formations de vos collègues, l'éventuelle formation qu'il y a pour les profs de langue, parce qu'il y en a quand même un paquet. Enfin un paquet par rapport à ce qu'on a eu avant. Je pense qu'il y aura 5 modules de 2 jours proposés, la formation au programme proposée et un module spécifique en ligne pour les 5e, 6e, pour le nouveau programme de 5e, 6e. Donc voilà. J'espère qu'avec une petite question, Nathalie, si tu veux bien. Pour le savoir parler, utilisation de la 3e personne ou de la première personne du singulier? Pour la première personne du singulier, je suppose. Oui, enfin ça dépend de ce qui est demandé comme question, quoi. Quand l'enfant va parler du il va plutôt utiliser la 3e personne. Ok. Et lorsque la newsletter se reçoit par mail? Alors, pour l'instant, la newsletter se reçoit par mail. Normalement, si vous ne la recevez pas, c'est que vous n'êtes pas dans la mailing list. Donc là, il faut vous manifester. Parce qu'on a fait un recensement des adresses mail et on envoie près de 600 profs de langue, donc voilà. Mais ça va changer aussi. Il faudra s'inscrire à un moment donné sur l'extranet et là, après, vous la recevrez d'office quand elle arrivera. Mais pour l'instant, elle arrive par mail.
voilà. Bon, on espère qu'avec ces infos vous sont quand même utiles. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir pris du temps en soirée pour votre métier. C'est pas évident. Là, ce sont des heures où on a envie d'être en famille. Bon, il paraît qu'on arrête juste avant le début de Koh-Lanta, donc c'est parfait. Mais voilà. Non, mais merci. C'est super de se mobiliser le soir comme ça, etc. C'est pas évident. Donc, en espérant que le temps que vous avez pris vous soit en tout cas utile. Au plaisir de vous retrouver en formation ou à un autre moment. Et portez-vous bien, tous et toutes. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Au revoir. Merci à vous.